Aujourd'hui, nous sommes le 26/02/2025 et hier a été annoncé le nouvel appareil photo vidéo Panasonic hybride, le S1R2. Un appareil photo qui est intéressant, mais qui a des petits défauts et une démarche un petit peu étrange, habituelle à Panasonic. Mais voilà, c'est quand même un boîtier qui a certains atouts, mais qui est un petit peu étrange au final. Donc si tu veux juste shooter, faire des photos et des vidéos, ou même juste faire des vidéos avec ça, ça sera quand même un très bon boîtier. Mais il y a quelques trucs, notamment sur le capteur, à savoir. Donc il y a à la fois du super bon sur le boîtier, mais aussi de l'un peu étrange, voire inhabituel, ou des trucs qu'on s'attendrait pas à voir sur un boîtier de cette gamme-là. Alors du coup, c'est le moins cher des appareils photo professionnels, donc moyenne gamme pro, donc voilà, qui sont quand même assez hauts et qui tournent autour des 45 millions de pixels. Donc celui-ci aura 44 millions de pixels et sera proposé à 3700 €, ce qui est le moins cher au final. Et c'est sur ça que Panasonic, je pense, essaye de le vendre par rapport aux autres offres qui sont quand même assez costauds, de chez Canon, de chez Nikon, et après de chez Sony, mais c'est un petit peu plus particulier puisque l'appareil photo qui correspondra plus à cette gamme-là est en fait l'appareil photo professionnel, le A1 Mark II. Donc du coup, on va arriver ici sur les spécifications, enfin les caractéristiques du boîtier. Donc il y a quelques trucs qui sont dits, mais je trouve pas que la communication soit assez intéressante. C'est ni trop surfait, ni quoi que ce soit, mais voilà, je préfère mieux passer ça. Et puis voilà, donc on arrive ici directement sur les caractéristiques techniques. Donc je vais essayer de me souvenir de tout ce qui a été dit dessus. Donc on voit déjà quelques caractéristiques. Donc ça a la L-mount, les 44 millions de pixels, 44 images par seconde en électronique qui vont passer vite parce que le boîtier n'a pas de RAW compressé. C'est que du RAW non compressé. Donc voilà, le buffer souffrira beaucoup. Donc fais attention à ça si tu veux l'acheter. On a du 8K30. Donc on va voir aussi que les formats sont un peu moins bons qu'au niveau de la concurrence, mais il y a plus d'options. Il y a du ProRes qui est disponible dans certaines définitions. Il y a un écran arrière de 1,94K, c'est des points, c'est pas des pixels, donc faut pas les compter comme ça. Et c'est pareil pour le viseur, on aura la dalle 5,76 qu'on peut notamment retrouver sur le R5 Mark II ou sur le Z6 III, pas sur le Z8 qui lui aura l'ancienne dalle. Mais avec une luminosité accrue ou un nombre de nits accru, puisque c'est pas vraiment la même chose. Et puis voilà. Et on a la Dual IS, donc tout de suite on peut dire que c'est la meilleure stabilisation du marché, avec une option en plus qui sera quand même assez intéressante. Et il est résistant aux éclaboussures et au gel. Donc côté stable, on a une nouvelle option assez intéressante, déjà que avec le GH7 et même avec le S5 II, ça évolue de plus en plus pour avoir une super stable, et il y avait encore le wobbling qui est encore un petit peu un problème sur ce boîtier, ce qui n'est plus le cas ici. Parce qu'on a une nouvelle option, donc ça diminue un peu la stable, c'est comme ça que je le vois, parce que sinon il n'y aurait pas cette option-là, ce sera directement du cropless. Donc en fait, en gros, ça diminue le wobbling en, à mon avis, diminuant un petit peu l'intensité de la stabilisation. Donc lorsque vous êtes à des focales modérées où il n'y a pas de wobbling, enlevez le cropless, et lorsque vous êtes en grand angle, mettez le cropless. Ou sinon, s'il y a vraiment des problèmes où vous voulez vraiment une plus grosse table, passez sur l'électronique qui sera vraiment exceptionnelle sur ces boîtiers-là. Donc cette option, c'est une option en plus, un peu comme la stabilisation qui est vraiment très très bien sur ces boîtiers. Pour les optiques anamorphiques, on baisse un petit peu la stable. Sur les anamorphiques, c'est plus baisser le nombre d'axes. Mais là, ça agira un petit peu de la même façon pour avoir une stabilisation un petit peu moins folle. Donc on a la taille, le boîtier, c'est un boîtier de S5 II, donc le format était déjà très très bien, je trouve que le grip est très très bon. Mais en plus on aura l'ajout d'un switch photo vidéo SNQ, donc ce qui fait que le nombre de custom qui est de 15 maintenant, puisqu'on a les 5 plus ceux qui sont dans le boîtier, donc un des 5 a une liste de 10 en plus, donc ça fera plutôt 14. Mais du coup, c'est réglable photo, vidéo et SNQ. C'est quelque chose d'assez génial de ce côté-là. Et voilà, les Lumix, ça a toujours été très très bien pour ça. Hein. Ça peut vous permettre de faire
plein de profils, par exemple lorsque vous voulez enregistrer comme ça un facecam et que vous voulez mettre une lutte spécifique, par exemple mettre directement la lutte appliquée au lieu d'avoir juste le vlog. Et ben ça permet d'avoir plusieurs trucs comme ça, du 120 images par seconde directement réglé, voilà. Et ça vous permettra notamment de gérer ces modes de dynamique où on aura l'extension et la non-extension, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc bien évidemment c'est un appareil photo plein format, donc avec un CMOS 35 mm de 35,8 par 23,9, normal. Il n'y a pas de filtre passe-bas, donc en fait le problème quand vous faites de la vidéo, c'est qu'il y aura du moiré, et c'est pas forcément très plaisant. Donc faut voir à peut-être ajouter un OLPF ou un filtre qui justement fait office de, mais c'est un petit peu dommage. C'est peut-être parce que c'est encore une fois pas forcément un boîtier fait pour la vidéo. Ça marchera par contre très bien si vous voulez faire de l'anamorphique en 6,4K ou 5,9, non 6,4, puisqu'il n'y a pas le 8K pour l'instant en open gate, qu'on aura normalement un petit peu plus tard. Voilà, donc on est en 3,5 bien évidemment, stabilisateur d'image, on l'a déjà dit. Donc la latitude, donc on parle bien du vlog, hein, pas de la photo, donc on peut le mettre en photo par contre. Et ce qui peut être intéressant au final, parce que, bon après si vous voulez jouer avec des luttes, voilà, je sais pas comment ça marche vraiment, si on peut faire sur Lightroom ou quoi. Mais là on aura 14 diaph qui sont autour des 13,8, donc c'est vraiment plutôt pas mal, comment dire ça, décrit. Sauf que c'est pas au-delà de 30 images par seconde. Donc si vous êtes en 25, c'est que 25, et si vous êtes en 24, c'est que 24, puisqu'il y a 48 aussi. Et si vous êtes en NTSC 5994, ce sera que 23,98 et 29,97. Voilà. Donc du coup, et puis en plus, on va voir un petit peu après, ça change les ISO de base. Et d'ailleurs, j'ai un truc à dire là-dessus, et c'est là où je trouve que cet appareil photo a un petit avantage, ou un gros avantage, qui est plutôt intéressant pour contrebalancer la dynamique qui n'est pas forcément la meilleure. Le R5 Mark II a une dynamique plus élevée d'ailleurs. Je sais pas si j'ai recommencé la vidéo parce que j'avais pas de son, parce que la T-Mini marche en appuyant sur un bouton que j'ai pas fait, parce qu'il buguait. Mais là vous pouvez peut-être voir du bruit, alors qu'on n'est pas en vlog, on est en Canon 709, mais comme j'ai un petit peu bidouillé pour que ça ressemble, voilà. Donc si c'est moche, c'est entièrement de la faute de Canon. Hop, donc du coup, on a les définitions en photo, donc bien évidemment, on peut avoir plusieurs ratios, bien évidemment, si vous savez pas, prenez le 3,5 et redécoupez après. Si vous préférez avoir le cadrage direct, c'est juste que vous n'aurez pas du plein format en horizontal, bien évidemment, à part pour le 16/9, ou le 65/24, ou le 2/1. Parce que tout ce qui est 4 tiers et 1/1, c'est que les deux formats. Bien évidemment, ça crop sur les côtés. Voilà, donc faites juste attention à ça. Et vous avez plein de petits formats qui sont disponibles là-dedans, comme le RAW n'est pas compressé, comme tu peux le voir et que je te l'ai déjà dit. Mais ça confirme ça ici. Donc en image en mouvement, donc voilà, on est chez Lumix, donc c'est la partie très importante. Après on verra la partie hardware, donc là on verra la plus grosse partie où je vais plus parler ici, c'est vraiment tous ces formats. Donc on a tous les formats MOV, donc les questions de MOV ou MP4, aujourd'hui il n'y a plus trop de questions, mais usuellement Panasonic utilise pour le MOV ces formats de plus haute qualité, comme le All Intra, les choses dans le genre, et le MP4 sera toujours du long up en 4.2.0, et avec la compression AAC. En fait, c'est plus une question d'acheter des licences et qui préfèrent acheter juste des licences MOV. Mais par exemple, sur un R5 Mark II, tout est en MP4 et tout marche vraiment très bien avec du LPCM, avec du 4.2.2 au Lintra. C'est juste la façon de faire de Panasonic. Et donc, on a l'H264, le H265, du ProRes et du ProRes RAW. Donc le RAW, ce sera celui qui aura pas de retouche de bruit, qui aura le bruit le plus naturel par rapport à ce qu'a votre capteur de base comme qualité. Et après les autres auront une certaine compression, avec une compression plus faible, sachant que l'Apple ProRes c'est de l'H264, et l'H265 étant le plus compressé, c'est celui qui de base aura la correction du bruit la plus élevée, donc la dynamique de base la plus élevée que vous pourrez trouver dans n'importe lequel des profils. Donc si tu veux pas trop retoucher le bruit, ce sera mieux de prendre le H265, par contre du coup ça a une influence sur le grain. Ce sera pas aussi joli que avoir plus de grain, donc si t'aimes le grain,
prends pas l'H265 si tu n'aimes pas le grain. Prends ça si tu veux pas te prendre la tête à faire de la retouche de bruit, qui même sur des ordinateurs puissants prend beaucoup de processeurs. Et l'H264 ce sera un format beaucoup plus standard avec une balance équilibrée entre retouche du bruit et bruit au final. Sachant qu'on peut quand même retoucher le bruit au sein du S1 à R2, donc en fait on aura ces deux paramètres là, à la fois la compression et à la fois la correction de bruit dans le boîtier, si tu veux pas le faire à l'extérieur. Et le MP4, comme je te dis, c'est moins intéressant parce que, et je le considère jamais sur le Lumix, parce que, il n'y a jamais assez de qualité dessus, voilà, puisque ils ont choisi ça comme une version light, en gros, de leur format. Parce que, voilà. Parce que j'allais dire que le MP4 a été est égal maintenant grâce à Sony qui a intégré le LPCM dedans, ou qui a demandé, puisque c'est comme ça qu'on fait. Mais bon, on parlera de ça pas ici. Donc on a l'audio en 4 canaux, on peut avoir du 96 kHz, donc c'est vraiment plutôt pour faire de l'enregistrement de son, la voix, il n'y a pas vraiment besoin de faire du 96, mais c'est là. Et on a le 32 bits flottant, donc qui peut être quelque chose d'intéressant que aucun autre fabricant ne fait. Canon, 24 bits, ma C80 qui est juste derrière, fait du 24 bits malgré ses deux mini XLR. Voilà, ici on a la possibilité d'avoir du full XLR avec le DMW XLR2. Donc c'est vraiment très bien, et si tu connais pas le principe du 32 bits, c'est que tu règles pas de volume, il y a un volume au milieu, et s'il n'y a pas de bruit environnant, si tu as une bonne qualité de micro, c'est exceptionnel parce que tu peux mettre ça au volume que tu veux, tu peux crier dans le micro, il n'y a aucun problème, c'est très très bien. Par contre, si tu as un module externe et que tu le passes en ligne dans un autre appareil, et ben ça sera aussi qualitatif. Mais bon, là, tout est intégré, c'est vraiment quelque chose de bien, et c'est le premier S qui aura du coup cette qualité-là. Le S5 Mark II est compatible avec le module, mais pas avec les 32 bits. Et on a le AAC qui est du 16 bits, mais c'est pas vraiment très très intéressant. Hop, MOV, donc LPCM c'est que en MOV apparemment du coup, et tout ce qui va aller avec le DMW XLR2 c'est en MOV aussi. Donc voilà, fréquence d'image, donc affichage d'écran NTSC, et là ce sera comme chez nous, et le 24 Hz, ça permettra des choses quand même assez intéressantes puisque d'habitude, par exemple sur un R5 II, on n'a que 24. Là, c'est quand même beaucoup plus qualitatif. Par contre, moi, je considère que le plus intéressant, c'est le 59-94 Hz, parce que c'est comme ça qu'affichent vos écrans. Vous avez toujours du 59-94 sur vos ordis. Voilà, donc le mieux, c'est d'être dans ces fréquences en Hertz là. Et si vous pouvez vous mettre en 23-97, c'est encore mieux, mais ça arrive pratiquement jamais sur les ordis de base. Donc voilà, parce que le 25 Hz, c'est vraiment si vous êtes professionnel et que vous travaillez en France ou en Europe. Mais pour de l'écran, ça sert pas à grand chose, c'est juste le sentiment, et peut-être que tu te dis, oui, Guillaume, c'est intéressant, mais comment tu luttes contre le sentiment? Et bien c'est très très simple, quand tu es en 23,98 par exemple, il va te suffire de te mettre en 50 images, en 1/50e de seconde, pardon. Donc il faut sortir de l'obturation à 180 degrés, ou essayer de se faire un trip à voir comment on arrive avec les degrés d'angle à ce truc-là. Donc la zone d'image de la vidéo, on a du full de l'APS-C, du pixel par pixel. Donc le full, bien évidemment, c'est le plein format. L'APS-C, c'est un 5, donc c'est pas Super 35, puisque des caméras cinéma font, ou de production vidéo font ça. La C80 fait du S35 et de l'APS-C Canon. Et on a le pixel pour pixel, donc en fait ça zoome dans l'image jusqu'à arriver à le nombre, la définition que tu as choisi. Donc à savoir si c'est intéressant pour toi. Souvent c'est l'endroit où moi chez Lumix le full est absolument l'oversampling des Lumix, c'est génial et pas beaucoup de bruit. Par contre en pixel pour pixel c'est souvent l'endroit où la caméra performe le moins bien. On a les proxys, sauf qu'il faut savoir que notamment le Weka ne supporte pas le proxy. Pourquoi, je sais pas, mais c'est comme ça. Donc il y a des formats qui vous ne pourrez pas faire de proxy directement. Donc c'est un petit peu dommage. Et donc là on arrive sur la longue liste des formats et tout ça, donc prépare-toi. Donc j'irai pas sur tout, je vais regarder la liste du 59-94 Hz. Et par exemple là sur le Weka, si on va sur le 50 Hz, on n'aura que le 25.
P, voilà, normal. Donc 300 mégabits par seconde l'Angop, donc c'est l'encapsuleur de base, hein, donc du 8K et de tous les formats type, comment dire ça, haute vitesse, donc 120, et les formats qui ne sont pas du 4K de base. Donc c'est un petit peu dommage quelque part. Après, si tu fais du YouTube ou des trucs dans le genre, c'est pas un problème, mais si tu fais de la prod un petit peu plus élevée, ce sera des formats qui ne seront jamais acceptés. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là, de se contraindre à dire oui, mais chez Lumix on a plein de formats, mais par contre on n'a pas le 422 10 bits, voilà. Le R5 Mark II le fait en H265, hein, parce que c'est aussi une question de processeur, hein. On est d'accord de pas pouvoir spécifiquement faire de l'H264 8K, ça demanderait trop, puisque en fait ce qu'inclut la compression c'est des fichiers plus petits, donc c'est plus facile à enregistrer. C'est juste votre logiciel de montage qui aura des problèmes. J'ai un petit problème, j'arrive. Donc c'est un petit peu dommage, hein. C'est pas une question de c'est pas possible, le R5 Mark II fait du All-Intra 8K, qui peut aller jusqu'à 1300 mégabits par seconde, voire même un petit peu plus. Donc voilà. Ce sera certes plus confortable pour votre ordi, mais vous serez quand même limité dans ce que vous pouvez faire, et c'est un petit peu dommage. Donc en 17 neuvième, en 16 neuvième, donc la taille en hauteur montre que c'est pas une façon cinéma entre guillemets de le faire. Par exemple le R5 Mark II, en fait, il recroppe dans son 17 neuvième pour faire le 16 neuvième, ce qui semble logique puisqu'on passe de 4096 à 3840. Là, c'est pas du tout le cas. Alors peut-être qu'en 4K c'est le cas, mais je pense qu'il se base quand même sur ces modes-là où ce sera encore plus bizarre. Mais voilà, comme vous avez plus de hauteur, en gros ils prennent tous les deux la largeur maximale disponible, ou c'est des crops un petit peu bizarres chez Panasonic, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, vous aurez peut-être jamais la largeur totale. Là c'est une largeur totale, là, je le sais, puisque les 8128 c'est la longueur du capteur. Alors que là, est-ce que c'est recroppé dedans, ou est-ce que c'est le nombre de pixels qui est pris, qui est un petit peu moins élevé. Par exemple sur le S5 Mark II, c'est plus long en grand hauteur, mais c'est quand même recroppé dans l'image. C'est très bizarre ce que fait Panasonic de ce côté-là. Mais si t'as pas de problème avec ça, ça te fera une image de qualité. Et si tu te poses pas de questions là-dessus, il n'y a pas de problème. Tu te fais juste une petite réserve, et tu regardes si ça rentre dedans, et c'est bon. Donc on a le 3,5, mais il est en 6,4K, et il ne va pas en 60 images par seconde. Donc on n'a pas vraiment de grosses évolutions si on veut faire de l'open gate par rapport au final au S5 II pour l'instant, parce qu'on aura le 8K qui arrive, mais ça aurait été quand même bien d'avoir du 6,4K en 60 images par seconde. Parce que pourquoi pas, ça aurait fait évoluer les capacités anamorphiques de cet appareil photo. Après, le D-Stretch et la qualité du capteur qu'on verra après, je pense que ça posera un petit peu de problème. On a aussi le 5,9K pour du 16 neuvième. Là, on aura par contre du 60 images par seconde, donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc on peut quand même avoir... Et donc là, j'ai encore un problème. Donc on va s'arrêter là. Et donc j'ai l'impression que c'est un problème de connexion avec le Canon. Je crois que le Canon perturbe mon Atem, qui fait que on se retrouve à avoir des saccades. Donc ça fout le bordel dedans, et après je peux plus rien faire d'intéressant. Donc désolé, et voilà, puisque c'est directement enregistré. Hop, et du coup j'étais là, donc il y a 60 images. Donc vous voyez que c'est encore ce nombre de mégabits qui reste limité à 300. Donc c'est le processeur qui doit limiter ça, j'imagine. Ou c'est peut-être plus confortable pour eux d'avoir fait une grille comme ça pour plusieurs appareils photo différents. 17 neuvième, qui est étrangement... Voilà, là c'est bizarre, parce que là on se retrouve avec plus de définition en 17, et là, moins de définition en largeur en 17. Pourquoi? Donc ça rend en fait le calcul des formats très très compliqué. Il n'y a rien de cohérent dedans, puisque là c'est plus petit alors qu'avant c'était plus gros. Voilà, ça demande quand même une gymnastique mentale un petit peu compliquée sur des boîtiers comme ça. Et maintenant on passe au C4K, donc le 120 images par seconde ne sera jamais en 4.2.2.
c'est en 4.2.2 là-dessus. Ce sera la même façon à peu près de sampler le truc, à savoir qu'on n'a pas d'oversampling sur comment dire ça, le 120 images par seconde. Il est probable qu'on ne l'ait pas non plus sur le 60 images par seconde, je ne suis pas sûr, si quelqu'un sait et peut me le dire, parce que en fait on désactive toutes les options d'avoir plus de dynamique et de machin en 60 images par seconde, donc ça m'étonnerait pas que même si on veut augmenter la qualité, on n'ait pas ça. Mais ça se trouve, je dis ça, mais c'est peut-être le cas. Après tout, on a quand même 800 mégabits par seconde, donc peut-être qu'on a cet oversampling pour profiter de cette grosse qualité. Donc peut-être que je dis des bêtises, mais je veux pas vous dire de choses sur là-dedans parce que je ne suis absolument pas sûr de ça. En tout cas, on a des grosses qualités parce que notamment avec la CF Express de type B, parce que c'est parce que je l'ai pas dit, comme les autres, on sera dans ce semi-qualité handicap. À savoir la mode, que ce soit sur certaines caméras comme la C400 ou sur ces boîtiers milieu de gamme, de mettre une CF Express de type B et une SD. Parce que on se retrouve souvent à acheter ces cartes par la fenêtre et à devoir aller dans un magasin, comment dire ça, de proximité pour aller chercher des SD. Surtout sur des boîtiers comme ça. Voilà, c'est un petit peu la blague, mais c'est comme ça. Donc tout ce qui sera 800 mégabits par seconde, vous pouvez pas l'enregistrer tout simplement sur la SD. Donc ce sera enregistrement simple sur la CF Express de type B. Après les 600 mégabits par seconde, peut-être, je dis bien peut-être, parce que ça dépend aussi des performances de buffering du boîtier. Et moi ce que j'ai constaté, c'est que souvent les 600 mégabits par seconde sur les Lumix, ça ne passe pas à travers la carte. Alors que techniquement, c'est possible. Donc du coup on a tout ça, donc je vais vous laisser un petit peu regarder, donc il y a quand même pas mal de saveurs de 59,94p, ce qui est plutôt pas mal, All Intra, long up, 8 bits, ouais. Et donc ça c'est du... C'était quoi? H264, LPCM, ok. Mais c'est toujours du MOV à mon avis, c'est pas précisé. Donc c'est 4, 5, voilà. Et donc il va parler de la CF Express de type B à mon avis. Parce que tout est en bas, donc je vous montrerai les Astérix après. Donc il faudra bien vous souvenir de ce qu'il y a dedans. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et donc on a plein de trucs, et notamment ce mode que je trouve très très bien, d'avoir la capacité d'avoir les 48p. Ou ici 47,95, parce que c'est très intéressant, notamment en fait ça permet lorsqu'on fait du speed ramping ou des choses dans le genre on sait jamais, par exemple on se dit oui mais est-ce que je veux avoir 24 images par seconde ou avoir tout du ralenti, mais je suis pas sûr, donc enregistrer en 48, comme ça fait une correspondance de 2 images, et ben on voit moins, il n'y a pas de coupe d'image de saccade parce que le logiciel de montage essaie de faire correspondre des images qui n'existent pas. Là c'est bon. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et donc normalement en vrai, au lieu d'utiliser 24 et faire 60, c'est pour le faire retourner en 24 images par seconde, c'est 40% de la vitesse. Là on peut le faire en 50, donc c'est beaucoup plus simple. Et on peut aussi, bien évidemment comme d'hab, utiliser le 30 et le 60 et pas faire de boulga. Ouais, c'est ça. Et donc on a le 16 neuvième ici, donc on aura les mêmes qualités bien évidemment. Le Full HD, par contre on n'a pas, de ce que je vois, de 240 images par seconde. Pourquoi? Je ne sais pas, d'ailleurs sur le S5 on l'avait ça me semble un peu étrange, mais voilà. Donc pixel pour pixel, donc on a encore une fois le 5,9K, donc on a deux options, hein. Donc cette option qui, en plus à chaque fois j'oublie de vous le dire, mais tout ce qui est, comment dire ça, 5,9K et tout ça, est oversamplé du 8K, donc c'est vraiment absolument génial. Donc ça peut être une très très bonne qualité en piqué, le boîtier donnera, mais bien évidemment il y aura quand même cet aspect un petit peu moiré de temps en temps qui peut être problématique, mais si vous aimez le piqué, et cet appareil photo peut être pour vous. Après, comme je vous dis, on verra les défauts un petit peu plus tard, en fin de vidéo. 120, ouais, ok. Un pixel pour pixel. Voilà. APS-C pixel pour pixel. Donc ça, c'est tous les modes qui sont du 4K. 4,7K parce que on a un mode 4 tiers pseudo APS-C. Parce que pour moi, ce n'est pas de l'APS-C, puisque c'est moins large
que ce que ferait de la PSC, ce qui est un petit peu étrange. Mais voilà, vous avez ça ici. Hop, tout ça, je vais un petit peu passer vite parce que l'Intra 10 bits, il n'y a rien de vraiment qui chamboule tout. Non. Ce sera plutôt quand on passera au 24 Hz que ce sera intéressant. Donc là, bien évidemment, on n'a pas tout ce qui est 30 images par seconde, 60, voilà, tout ça. 25-50. Donc encore une fois, on reste cohérent ici sur le 5,8K et le 5,9K. Hop. Pareil pour tout ce qui est 50 Hz, enfin 50 Hz. Pixel to pixel. Hop. 24 Hz. Voilà, donc de base 24-24, 48. Ça c'est déjà très bien. 48-120. Et là c'est plutôt cool. Parce qu'on a les vrais trucs. En fait, on peut vraiment utiliser ça pour faire du cinéma. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres choses. Même ma C80, il y a certaines. Elle peut pas faire de ça. Je crois. Elle a du 24 images par seconde. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie ça. Et j'ai pas constaté ça lorsque je filme avec. Le mec qui connaît son matériel. Hop. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir tout. Voilà. Alors le seul truc que je me posais comme question, c'est pourquoi il n'y a pas de 96p. Pour vraiment être, encore une fois, dans ce multiple de 24. Donc 48, 48, 120. Donc encore une fois pixel sur pixel. C'est vraiment bizarre d'ailleurs comment ils mettent ça. MP4. Donc voilà, vous voyez que dès qu'on passe plus en mauve, eh ben c'est tout de suite moins rigolo. Hein. Long up, 4-2-0, 4-2-0, 4-2-0. Donc voilà, c'est vraiment les modes à oublier. Hein. Que voilà. ProRes. Donc on a le ProRes là-dedans, avec de l'oversampling. Donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas pris le 8K. Alors peut-être que le 8,1K n'existe pas. Peut-être que Apple l'a jamais fait. Le 8K existe, c'est certain. Il y a vraiment la licence 8K parce que Fuji l'utilise. Donc avec son XH2, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas possible là-dessus, à part si le processeur n'est pas capable de faire ça ou s'ils sont constatés que ça n'irait pas sur la carte. Et comme vous le voyez, en termes de compression, il n'y a pas le LT. S'il y a un truc qui est intéressant, c'est que on n'a pas, même si on aime faire du ProRes même chez soi, c'est quand même intéressant de pouvoir faire une version de ProRes qui est plus légère. Parce que là, on est quand même à 1 gigabit par seconde en 4.2.2. C'est un peu beaucoup. Hein, alors qu'avant, hein, quand on est dans les enregistrements Lumix, eh ben, c'est pas du tout ça. C'est 300, quoi. Voire moins. Donc on a tout ça. Donc avec tout ce flot de données qui me donne le tournis et qui fera passer vos cartes à la moulinette. Et je dis ça alors que j'ai un R5 Mark II qui fait du RAW jusqu'à 60 images par seconde. Hein. Donc je sais ce que c'est. Ah, j'avais pas vu ça. 4,2. Ah oui, c'est assez génial ça. Ouais. Bah vous avez la qualité au moins. Donc là vous aurez vraiment du 4.2.2. Avec normalement, alors c'est pas précisé, est-ce que c'est vraiment de l'oversampling? Je sais pas, parce que habituellement c'est pas forcément le cas. Après c'est peut-être que Lumix a fait ça bien, mais lorsqu'on a du 4K sur un Z8, c'est pas oversamplé, lorsqu'on a le ProRes. Voilà, donc on a le 4 tiers aussi, ah j'avais pas remarqué ça, donc on a un format 4 tiers, donc qui doit être de la PSC évidemment. Ouais, PC. Je sais lire, c'est bien. Et voilà, on a des trucs, voilà, 3,5 quoi. Mais on a des options, et c'est vraiment pas mal. On a du 120 en Full HD. Ah oui, c'est ça le problème. Comme d'hab, du coup, donc le max ce sera 60 images par seconde. Et puis voilà. Donc j'ai un petit peu passé vite, on a le Slow and Quick aussi, je sais pas si c'est en plein format par contre, c'est pas expliqué, parce que vous allez me dire ouais c'est en 5,9K, oui le 5,9K marche en pixel pour pixel, donc voilà, est-ce que c'est un petit peu plus gros que la PSC? Je sais pas. C'est pas du tout. Donc voilà. Un peu trop vite. Donc on pourra faire tout jusqu'à 120 images par seconde. Donc en fait, la différence, ce qui est bien,
là-dedans, c'est qu'on peut choisir, donc on peut faire du slow and quick comme, tu vois, parce que chez Canon, on n'a pas de slow and quick sur un R5 Mark II. Donc on peut faire à la fois de la vitesse réelle et le ralentir comme on veut, mais si on veut avoir un fichier plus petit, on peut faire directement ce slow and quick sans aucun problème. Ouais, je ferai une vidéo sur les Canon à propos de cette hérésie, parce que si vous ne le savez pas, sur un Canon, on a le SNQ sur les caméras cinéma, voilà, mais pas sur les hybrides. Mais on a des trucs cool aussi qu'on n'a pas sur d'autres appareils, comme le time-lapse en log. Et ça c'est vraiment très très bien sur la C80. Donc ça c'est encore une fois plein de trucs. Je vais pas m'attarder dessus hein, parce que c'est juste des trucs à lire et ça reprend ce qui était là. Donc on a l'enregistrement sur USB SSD avec un gros point noir, hein, c'est que la batterie ne permet pas de pouvoir enregistrer sur SSD certaines choses. Donc si vous voulez enregistrer tout sur SSD, déjà apparemment l'appareil photo surchauffe. Voilà, même avec un ventilateur. Donc à peu près c'est un espèce de truc qui chauffe plus qu'un R5 Mark II au final, où le ventilateur est pas assez puissant parce qu'il est placé à un endroit qui fait que ça fait un petit peu office 2, mais pas trop. Mais voilà, donc en fait la BLK 22, la batterie du S5 II, du GH7, du G9 II, enfin voilà, de tous ces appareils récents, est déjà trop sollicité pour un appareil photo comme ça. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le R5 Mark II a une batterie différente, avec un apport continu d'énergie pour pouvoir faire ces gros enregistrements, donc à un ampérage continu comme sur les batteries ciné. Et du coup on n'a pas beaucoup d'autonomie, et cet enregistrement, si vous voulez pouvoir le faire tout le temps, il faut avoir une demi-batterie, puisque vous ne pouvez pas accéder au port énergie, puisque le port énergie il sort aussi les données sur le USB SSD. Puis voilà, donc il vous faudra l'adaptateur, l'adaptateur Panasonic, donc qui fait USB-C, et avoir une power bank qui permet de passer un nombre de watts suffisant dans l'appareil photo. Donc c'est un petit peu compliqué, donc enregistrer sur votre carte CFX de type B. Parce que si vous pensiez pouvoir tout faire sur un SSD externe et économiser, c'est relativement possible ou pas possible. Donc ça, on a ce qui est pour le... je vais y arriver, le streaming, oui. Faire des lives, enfin oui, en faire une webcam, voilà, exactement. Merci, diffusion continue, comme ils disent. Donc voilà, on arrive sur le hardware. Et donc le viseur, il est vraiment pas mal. Par contre, on garde les 0,78. C'est le grossissement Sony. C'est pas le moins bon, c'est pas le meilleur. Maintenant, Canon sur le R1 a un grossissement équivalent au plus gros Sony. Par contre, un R5 Mark II, ça restera 74. Donc c'est plutôt de qualité, mais c'était la même chose sur le S5 Mark II. Donc est-ce que les verres optiques qui sont derrière le viseur sont les mêmes et on a juste changé la dalle? Je sais pas. On en sera en 120 et 60, donc l'Astérix me fait dire que la meilleure qualité ce sera en 60, mais on est en 60 images par seconde, donc ça sera moins fluide. On a l'écran de 1,84 million de points, c'est bien, parce qu'il faut souvent diviser par 3, puisque c'est RVB, pour avoir la définition de l'image au final. Donc on a le meilleur système, même si j'ai un Canon. Détection de phase et de contraste. Le contraste est bien pour être stable et rester sur une zone. L'AF de phase est bien pour aller au point et mesurer les distances correctement. C'est ça le problème souvent du système à contraste, c'est qu'il va souvent essayer de checker la distance. Mais en fait les deux ensemble sont vraiment la meilleure option et ça reste pour moi un système meilleur en stabilité que ce que fait Canon. Alors Canon en termes de détection c'est génial, mais si vous lui donnez pas de sujet, eh ben, ce sera moins bon qu'un système de phase et de contraste. Donc à vous de voir si c'est bien pour vous. Mais l'autofocus a quand même été amélioré. Par contre, en termes de sensibilité, c'est pas top. On verra ça tout de suite. Donc voilà, on va voir ça. Pourquoi c'est pas top? Parce qu'ils vous disent moins 18. Alors c'est génial, sauf que c'est f1.4. Donc comme Canon, ils sont assez fantaisistes, hein, parce que Sony vous a dit ah oui mais c'est moins sensible, sauf que c'est AF2. C'est un stop de moins de lumière qui arrive sur le capteur, donc c'est normal qu'il soit sensible à des EV plus faibles.
c'est normal. Là, c'est juste l'optique qui permet au capteur de voir mieux. Donc mettre EV-18, c'est ridicule. Voilà, tout simplement. Hop, sensibilité, là. Donc on peut, suivant les optiques Lumix, vous aurez accès à ça. Ce qui est assez marrant, c'est que vous mettez une sigma dessus. Suivant l'optique sigma que vous mettez, vous avez le degré d'angle qui sera en option différent en fait. Il y a des options qui seront là et des options qui seront pas là. Donc de manière générale, en run and gun, c'est beaucoup plus simple d'arriver dans ces zones-là. Parce que par exemple sur mon Zeiss CP2, j'ai 300 degrés. Ben, c'est pas facile hein, d'arriver au bout. Hein. Donc si vous voulez rapidement faire la mise au point en manuel, c'est quand même mieux d'avoir 210, voire même un petit peu si vous voulez rapidement mettre au point. Si vous n'avez pas besoin de précision par exemple, d'être dans des degrés faibles. Mais au moins, on a la possibilité de passer en linéaire et d'avoir ça. D'ailleurs, les sigmas sont jamais vraiment en linéaire, c'est assez marrant. Ok, contrôle de l'exposition, je vais passer un peu là-dessus puisque c'est pas vraiment présent pour vous regarder si ça vous intéresse. Alors là, on a la sensibilité ISO et il y a un truc très intéressant. Donc, comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le capteur, donc il a une bonne dynamique en photo, j'imagine, parce qu'il a 80. Et 80, souvent, ça veut dire que on est assez bas pour avoir une bonne performance en termes de bruit et à la fois des hautes lumières plutôt pas mal. Là, en Vlog, de base, parce qu'il y a un petit astérix, d'ailleurs, il le montre ici. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a le Vlog photo ici. J'ai pas remarqué que c'était ça tout à l'heure, donc on va passer direct en vidéo. Vous voyez qu'il y a deux valeurs différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, le log, c'est autour de 640 ou 800 le premier ISO de base. Et le deuxième, il passe au-dessus. On verra ça puisque c'est marqué après. Elles sont là les bases. Du coup ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 200 ISO. Alors pourquoi je dis ça? Pourquoi un log a besoin d'une base ISO plus élevée? C'est pour avoir de la dynamique dans les hautes et les basses lumières de manière équivalente. Donc on augmente l'ISO de base, comme ça on a la parité entre les deux. On a quand même la dynamique la plus haute en bas, sauf qu'elle est équilibrée dans les basses lumières. Et vous en avez très peu dans les hautes, ou moins. Donc c'est plus intéressant pour les fabricants de mettre la base un petit peu plus haute. Sauf que le problème, c'est que vous croyez que la base, c'est l'endroit où il y a le moins de bruit, mais du coup non, puisqu'elle a été élevée. Ça reste l'ISO le plus bas d'une base qui reste l'ISO avec le moins de bruit. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que l'ISO de base est à 200. Et donc ce que ça fait, c'est que du coup, comme elle est très proche de l'ISO considéré comme natif qui est disponible, parce qu'il peut y avoir un ISO natif qui n'a pas été conservé par le constructeur, et ben on a des performances en bruit qui sont pratiquement les meilleures. Si tu sais pas comment ça fonctionne, en gros une base ISO, si tu passes en dessous, tu passes ta dynamique dans les basses lumières, et donc le nombre de diaph que tu descends va se perdre dans les hautes pour aller dans les basses, et c'est un petit peu l'inverse. Lorsque tu montes en ISO, tu as une amplification de signal, donc ton signal deviendra meilleur dans les hautes lumières, mais du coup tu auras du bruit dans les ombres, puisque ça déplace le signal. Et en même temps, en plus, avec l'augmentation des ISO, tu perds de la dynamique générale. Donc ce qui est un petit peu, du coup, juste pour finir, ce qui est un petit peu contre-intuitif, c'est que les hauts ISO sont bien pour filmer en plein soleil, alors que les bas ISO sont bien pour filmer dans les ombres, alors que tu n'as pas de lumière. C'est pour ça qu'une deuxième ou une troisième base ISO peut être intéressant. Ici, la deuxième base ISO est à 1000 ou 2000. Voilà, parce que l'extension, donc là on était sur la plage où on aura les 13 diaph. Si on passe sur la plage avec les 14 diaph, on aura 400 et 2000. Il y en a qui trouvent ça un petit peu dommage, mais le fait qu'on soit au niveau... comment dire ça? En fait, il y en a qui trouvent ça dommage parce qu'ils se disent qu'il y aura plus de bruit. Bah non, justement. On reste sur le même système. Donc par exemple, le S5II et S5IIX qui avaient leur base à 4000, leur ISO de base dans, si je me souviens bien, leur ISO natif dans cette base, ou le plus bas, c'est 2500. Donc là où il y aura moins de bruit, c'est quand même ISO 2500. Et là, on se rapproche de ça avec les ISO 2000. Donc en fait, ça n'a aucune influence sur la performance en bruit du boîtier. Le fait que ces bases ISO soient plus basses que d'autres. Donc c'est bien ça qu'il faut se dire. C'est plus, quand les bases ISO, une répartition de dynamique.
Donc c'est juste qu'au bout d'un moment, ça deviendra très très sale de monter trop loin. La deuxième base, elle sert juste à rééquilibrer ça sur un deuxième gain de capteur qui, comment dire, ça se reset, et donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Donc ça veut pas dire que les performances seront moins bonnes qu'un S5 II, et d'ailleurs sur certains tests, la comparaison étonnante fait que même avec un capteur 8K, les performances sont meilleures. Alors est-ce que c'est le nouveau processeur, c'est la technologie qui est meilleure sur un IMX 366 par rapport à un 410? Ça je ne sais pas. Après on a de nouveaux profils comme le A2, A comme le A avec 2 RI à la fin je suppose, donc apparemment ça reste cette couleur là. Par contre on n'a pas le LOC-C3. Donc voilà, est-ce qu'il y aura une mise à jour disponible pour faire du LOC-C3, ou est-ce que ce partenariat avec Harry, quand ils ont vu le S1R arriver, ils ont fait « Oulala, non, on veut pas sur un plein format ». Voilà. Peut-être que pour eux, le micro 4 tiers, ça allait parce que ça n'atteint pas la taille de capteur de leur Harry 35 ou truc dans le genre. Alors qu'il est en LOC-C4 et pas LOC-C3. Donc, j'en ai parlé, donc la stabilisation, l'avenir du marché, voilà, c'est acté, c'est sûr, hein. J'ai un S5 Mark II, ça reste quand même meilleur que mon R5 Mark II, même s'il y a eu des bonnes évolutions sur le R5 Mark II, voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire, donc obturateur plan focal avec une possibilité de fermer l'obturateur, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Donc cool de ce côté là, donc on a un obturateur à 8 mm, usuel aujourd'hui bien évidemment. Et on en sera limité à 10 images par seconde lorsqu'on est en mécanique. D'ailleurs c'est marqué ici, voilà. Donc c'est un petit peu dommage hein, parce que le buffer est apparemment très faible. Et en plus c'est le type de buffer où il faut vraiment attendre que la caméra ou l'appareil photo fasse son truc avant de revenir. Hop, donc je crois que là on va bientôt arriver à la fin de double ISO natif, nanana, c'est vrai que c'est LOC 709, donc on a plein de réglages. Alors la bibliothèque de Lucht, ça reste un des gros atouts de Lumix, hein. Vous faites, par exemple dans DaVinci, si vous avez l'habitude de faire vos fichiers de colorisation, mais que vous en avez jamais vu dans un appareil photo, donc la grid 65 ça reste le mieux, sauf que ce n'est pas lu, je sais pas pourquoi, par n'importe quel système de caméra, donc il faudra faire un 33. Ce qui m'embête à chaque fois, parce que du coup, je suis obligé de faire deux luttes à chaque fois que je crée des nouveaux profils, sachant que je le fais par appareil photo, ou par caméra, et par optique, voilà. Donc j'en fais un 33-65. Donc 33, c'est toléré là-dedans, et vous pouvez en mettre beaucoup. Voilà, donc c'est pas mal de ce côté-là. Et donc, si vous avez plein d'optiques que vous mettez dessus, et que vous faites une lutte par optique comme moi, et ben vous avez la possibilité de faire ça ici. Donc le timelapse, alors je sais plus comment c'est le timelapse là-dessus, je sais pas si c'est en log comme ça, mais je pense pas. Niveau de luminance, UV, donc on a les gammes, c'est trucs que je vous conseille pas de toucher, parce que souvent c'est la 0,255 de toute façon qu'on va prendre en compte. Les autres c'est plus des gammes spécifiques aux trucs comme les téléphones portables, les trucs dans le genre, mais souvent les fichiers de base quand vous faites des exports sont normalement, comment dire, ça fait pour que ça fasse office de. Voilà, c'est comme, est-ce que vous savez ce que c'est le KBAC et le KBLC? Ah, voilà, donc il y a des trucs comme ça, vous n'aurez jamais affaire à ça dans votre vie. Assistant lutte, moniteur HDMI, donc en fait ça dit où la lutte va, si vous voulez pas l'afficher, je sais pas pourquoi, qui veut pas afficher une lutte. On a le Disquiz, alors c'est vraiment très intéressant puisque on a tout ce qui est donc tout le plus adorable de, donc celui qui fera plus d'effets de bokeh, tout ça, anamorphique, et on a le 1.5 qui est le plus cohérent aujourd'hui pour faire du, je vais y arriver, du 2.40, voilà, ouais c'est ça. Et tous les autres, donc le 1.33 qui était plus le format pour faire office de anamorphique, donc on va avoir un truc un petit peu plus large, mais pas non plus avoir trop d'effets anamorphiques, donc on a tout ce qui est là, c'est cool. Moi j'aimerais que dans la C80 ils mettent le 1.5 comme la C400, je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais voilà. Donc les boutons de fonction, là tu as toutes les options qui sont ici, donc si tu veux regarder ça avant d'acheter ton boîtier, fais ça.
Hop, lecture, donc ça c'est pareil en mode de lecture, puisque tu peux personnaliser les deux. HDMI type A, donc le gros HDMI. On a malheureusement pas de SDI, là, je déconne avec ça, mais c'est vrai que c'est un petit peu gros un SDI à foutre sur une caméra de cette taille-là. Un appareil photo, pardon. Nanana, ok, lecture, oui. Donc on a notre port télécommande en 2.5 normal qui est à côté du grip. On a bien évidemment un 3.5 pour l'audio, un audio en ligne si tu, par exemple, tu as quelque chose qui envoie l'audio et tu veux avoir une synchro, donc pour pouvoir caler cette piste si t'as pas de système de, je vais y arriver, je vais pas y arriver, comment ça s'appelle ça? Le mec il s'en souvient pas. De synchronisation audio, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, merci Guillaume, je suis un petit peu fatigué. Voilà. De timecode, voilà. C'est ce qui est là sur le port de C80 là. J'arrive. Donc timecode qui est marqué ici, c'est sûrement pour ça que je l'ai vu. Ventilateur. Ventilateur qui apparemment, voilà, a beaucoup à faire là-dessus. C'est Gérald London d'ailleurs qu'on a parlé, même si lui habite dans un pays très très froid. Apparemment la caméra est capable de surchauffer. On a des lampes Thalys, vraiment très très bien, pour des lampes témoins, pour pouvoir voir comment on filme lorsqu'on est devant la caméra. Résistant aux éclaboussures, donc c'est de la tropicalisation puisqu'il y a un gros astérix à côté. Batterie, voilà, Lyon, donc il y a les autonomies. Et quand on regarde en vidéo, voilà, c'est ce que je vous disais, la batterie elle tient pas très longtemps, voilà. C'est Express type B. Boum! Allez! Alors je sais pas pourquoi il y a réel et continu. Est-ce que... oui, c'est... Voilà, bien. Ah oui, apparemment ce que je vous ai dit sur la demi-batterie, si vous mettez 2 batteries dans l'appareil photo, apparemment c'est assez pour pouvoir gérer ce petit problème. Donc voilà. Hop, c'est censé être utilisable à 40 degrés comme le S5 II. Donc on a Lumix Lab et Lumix Flow. Donc Lumix Lab c'est pour toute votre petite lutte et tout ça pour aller chercher des trucs de créateur. Lumix Flow c'est une nouvelle application qui vous permet via l'USB de pouvoir faire un moniteur avec votre téléphone. Je ne sais pas si c'est aussi en Wi-Fi, ce qui pourrait être intéressant, même s'il y a plus de latence. Là il n'y aura pratiquement pas de latence en le branchant en USB. Donc si vous êtes tout seul, vous pouvez avoir un moniteur, vous pouvez vous voir. Donc il faudra un petit câble assez long, hein, j'imagine. Mais voilà, ça marche. Tac, 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 batterie. Alors, les cartes, donc c'est normal. Ça, un nouveau fichier. Donc il y a plein de trucs assez étranges en fonction de la façon d'enregistrer. Hop, HDR. Oui. Donc, attends, c'était quoi? Proxy est disponible. Ah oui, d'accord, 4. Ok, d'accord. Donc, il y a plein de trucs, comme je vous l'avais dit, des restrictions sur les proxys. Voilà, c'était ça dont je vous parlais. Le DMW DCC18, donc demi-batterie, port USB-C, oui. Hop, et puis voilà. Et donc on en arrive un petit peu au petit problème de la caméra, parce que on a parlé de tout ce qui est cool. Le capteur est un petit peu étrange dans le sens où pour moi il est fait pour des usages assez spécifiques, hein, à savoir un bon refroidissement et un système qui permet de de lire de manière costaude. Apparemment, alors il y a certaines personnes qui disent ça, ce serait, et je suis pas sûr, ce serait le même capteur qu'il y a dans le module 8K du Ronin 4D.
donc certains disent mais ça n'a jamais été utilisé. Apparemment si, parce qu'il y a la même définition dessus et à peu près le même rolling shutter, même si quand on active le boost, et puis même il y a ce système de boost justement pour changer, c'est pour ça que ça existe en fait, la désactivation du, comment dire ça, d'extension de dynamique, c'est pour gagner de la vitesse, sauf qu'on n'en gagne pas assez sur le S1R2 pour avoir un rolling shutter qui est correct. Si on regarde les autres, comment le Z8 a un très très bon rolling shutter, le R5 Mark II c'est un petit peu moins bon parce que le C-Log 2 fait qu'avec ses 16 diaph, voire 16 diaph en non oversamplé et bizarrement en oversamplé c'est 15 diaph, on se retrouve avec une lecture qui sera équivalente à ce que faisait le R5, mais enfin, sur un capteur empilé. Mais là, on est sur 33 millisecondes, alors que c'est 17, hein, le R5 Mark II. Donc c'est vraiment quelque chose d'élevé. Et donc si vous avez des problèmes de rolling shutter déjà à la base avec des capteurs standards, là, ce sera encore pire. Là, c'est vraiment au stade où c'est très très peu tolérable. Donc voilà, on passe en dessous des 30 lorsque on est, d'ailleurs, c'est dire 27, je crois que c'est pas le, comment, le A7 IV qui est à 27. Donc vous voyez, c'est quand même assez compliqué de ce côté-là. Lorsqu'on est à 13 de diaph, voilà, c'est un petit peu compliqué, voilà, un petit peu compliqué de ce côté-là. Et quand vous êtes en open gate, vous passez à 37 millisecondes, donc ça fera vraiment des trucs. Et vous pouvez vous dire, oui, mais si on fait des plans fixes, c'est pas problématique. Ça dépend. Ce sera pas un appareil, par exemple, si vous faites du documentaire et que vous marchez souvent et que vous avez besoin d'avoir accès à la très bonne stab, mais que vous allez sur les chemins chaotiques, et ben ça se verra forcément. Si vous titubez ou que vous glissez un petit peu ou que ça vibre beaucoup, dans des voitures notamment, sur des avions, des choses dans le genre, et ben vous pourrez avoir éventuellement s'il y a des vibrations. Donc si vous vous mettez sur une surface, des effets de vibration qui seront assez élevés dans ce truc là. Donc voilà, il y a à contrebalancer, apparemment l'image est très très belle, voilà, très très bonne, les couleurs sont apparemment, de ce que j'ai vu, c'est vraiment très très bon de ce côté là. À cet aspect un petit peu problématique du capteur, hein, qui est le pire, quoi. Genre, si vous le testez, c'est le pire capteur en rolling shutter. Il n'y a pas pire qui existe. C'est ça qui est assez étrange. Du coup, la stratégie, c'est de le vendre moins cher que n'importe quel autre appareil photo. Et il a des grosses qualités. RAW en interne, maintenant que apparemment Nikon laisse passer ce que fait Atomos, parce qu'avant Atomos n'avait pas le droit de mettre de RAW en interne. C'était très difficile d'avoir au départ du ProRes dans certains trucs, donc ça se trouve c'est Atomos qui a dit à Nikon, oui, on travaille ensemble, est-ce que j'ai le droit de faire des choses maintenant avec mon RAW? Et donc c'est très très bien. Et ce qui est dommage aussi, c'est que je l'avais pas noté au départ, c'est qu'on est sur un Lumix, la monture L, donc avec Blackmagic hein, notamment, qui fait partie de ça. Sauf que, il est où le bureau là-dedans? Alors est-ce que c'est Blackmagic qui a pas voulu? Mais c'est un peu étrange d'avoir le ProRes, mais pas le Blackmagic. Parce que le ProRes RAW ne s'utilise pas dans DaVinci. Donc voilà. C'est une caméra qui regroupe de bonnes qualités et qui, en fait, c'est ce qui est marrant avec le S1R, je sais pas pourquoi c'est lui qu'ils ont sorti en premier, ça se trouve c'est pour dire, hey, regardez le S1H2, ça sera quand même très très bien, puisque s'il y a toutes les options avec un capteur, par exemple, si on se dit, voilà, le S1R, comment dire ça, il faudrait savoir quel capteur c'est, si c'est encore un 24 millions de pixels, comme il faudrait que ce soit mieux que ce que fait le S5 Mark II. Mais si on a déjà ce qu'il y a là-dedans, donc, mais en version 6K, mais qu'on n'a plus les problèmes qu'ont à savoir le rolling shutter, le 4.2.0, 10 bits, plein de choses dans le genre, et bien ce sera intéressant pour le S1H version 2. Ça se trouve c'est pour ça. Ils commencent à faire maturer leur processeur et tout ça sur un appareil photo qui peut être intéressant, tout en étant plus une version prototype de ce que fera plus tard le S1H2. Alors là je conjecture, mais ça donne quand même un petit peu envie. L'appareil photo, je vais pas dire qu'il donne pas envie, mais c'est vrai que quand on a des machines à pas de rolling shutter comme la C80, le R5 Mark II, qu'on a une très très bonne dynamique, avec certes un petit peu à se gratter un petit peu quand on voit des fois le bruit, parce que des fois c'est pas vraiment terrible, alors que là-dessus ça a l'air quand même pas mal, même si je sais que par exemple le mode pixel pour pixel ce sera horrible là-dessus, comme d'hab chez Lumix et comme d'hab chez tout le monde.
Mais voilà, donc c'est un petit peu mitigé. En fait, le truc qui est dommage, et je suis pas seul à le dire, c'est que Lumix arrive après avec un boîtier qui coûte moins cher comme le S5 II pour dire: «Hey, regardez, on fait des trucs bien, mais on sait qu'on n'est pas à la pointe de la technologie, donc achetez-nous parce qu'on est moins cher». Et c'est ça qui est dommage. Pour moi, si vous pouvez vendre le boîtier au même prix qu'un R5 Mark II, mais qu'il y a du RAW en 60 images par seconde, qu'il n'y a pas de rolling shutter, que le capteur est meilleur. Voilà, juste 1000 euros de plus pour avoir un meilleur capteur, tout simplement. Et c'est un petit peu dommage du coup de ce côté-là, mais ça en reste un très bon boîtier et il reste quand même assez capable pour la plupart d'entre vous qui veulent à la fois faire de la très très belle photo et de la très très belle vidéo. C'est juste qu'il y a certaines situations où il n'est pas vraiment adapté. C'est juste que c'est dommage parce que Lumix, ça a été les pionniers de l'appareil photo hybride qui peut servir aux professionnels. Et celui-là, il a quand même des gros... Comment dire ça? Il y a quand même des gros cailloux dans ses chaussures quand on utilise ça pour que ça marche correctement. Mais voilà, parce que contrebalancer le fait d'avoir comment dire ça, une très très bonne stabilisation, mais un capteur avec autant de rolling shutter, voilà. Donc je ne vais pas non plus épiloguer là-dessus. Ça reste un très très bon appareil photo, assez joli, avec une très très belle ergonomie, une personnalisation qui sera assez exceptionnelle, parce que les Panasonic sont très très bons de ce côté-là. Un vélo qui sera bien sans avoir une dynamique exceptionnelle, mais quand même déjà pas mal. Voilà. Ce sera quand même un bon appareil photo, mais avec quand même plein de défauts derrière. Donc je vais te dire salut, à bientôt dans la chambre d'art de Goupil pour une nouvelle vidéo. Et c'est pas là que j'arrête.